La prochaine classe de maître vous est présentée par l'École des dirigeants des Premières Nations. The following masterclass is presented to you by the First Nations Executive Education. Cher public, dear guests, veuillez accueillir, please welcome, Éric Cardinal en conversation avec, in conversation with, Ken Rock. Wow, belle salle. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin pour la masterclass sur comment faire des affaires avec les communautés et entreprises autochtones. Il y a presque un an maintenant, on a créé l'École des dirigeants des Premières Nations à HEC Montréal, mais pas créée par HEC. Ça a été co-créé par et pour les Premières Nations. Et on a avec nous, en fait, celui qui a eu l'idée de cette école, Ken Rock, notre conférencier, avec donc l'école initiée avec Manon Janotte, une Micmac de Gaspé. Ken, on est très chanceux de l'avoir avec nous à ces deux ce matin. Je suis très heureux d'animer cette session avec lui. Avocat. Détenteur de MBA, Ken occupe depuis plusieurs années le poste de directeur général de la Société de développement économique Uashat-Mak-Maliotenam. Il a été négociateur en chef pour la communauté de Uashat-Maliotenam pendant plusieurs années, négociation territoriale, négociation avec les entreprises minières notamment. C'est une personne, une sommité en termes de relations d'affaires et de développement économique des communautés. Donc, vraiment content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Ken, Monsieur Ken Rock, bonjour. Eric Tinuskamden. Nendenu de tayan kahaga nenu tichi no wawi de madrut geninyat het sendemancha tichi to menen stop me wat inut tichi ek agode nendenu de tayan. Merci Eric, ta présentation. Je ne suis pas sûr que je suis très à l'aise avec ça, de se faire présenter comme une sommité, là, mais mettons que j'ai une certaine expérience au niveau des relations, effectivement, avec des partenaires qui ne sont pas autochtones, de par mes rôles, les rôles que j'ai joués dans la communauté depuis que je travaille pour des communautés. Je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que je suis un membre d'une communauté, je fais partie de la nation Innu, je parle encore ma langue, et puis j'ose espérer que on va longtemps la parler, notre langue. Et puis, je travaille pour améliorer les conditions socio-économiques de ma communauté. Je travaille essentiellement pour ma communauté à ce moment-ci. Je pense que ce qui est important de mentionner dans le rôle que nous, on a à jouer, règle générale, les conditions socio-économiques dans les communautés, je pense que tout le monde le sait, sont inférieures à la population en général. Que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau du revenu, au niveau de l'éducation, au niveau du logement, les conditions socio-économiques dans la communauté sont toujours plus difficiles. Puis ça, je pense que tout le monde le sait. Et puis nous, à travers ça, le rôle qu'on a, le mandat qu'on a, c'est de travailler à améliorer les conditions socio-économiques dans la communauté. Fait que c'est ce qu'on fait. Et puis, je dirais que l'École des dirigeants, quant à nous, c'est un projet qui était très important. C'est parce qu'on est persuadé à travers l'École des dirigeants des Premières Nations ça va aider à améliorer les conditions socio-économiques dans la communauté. Il y a plusieurs formations qui s'adressent aux leaders politiques, leaders économiques dans les communautés. Fait que c'est important d'avoir l'École des dirigeants des Premières Nations, mais aussi il y a des initiatives dans chaque communauté. Fait que très content d'être ici aujourd'hui à partager les expériences que moi j'ai, qu'on a eu, je dirais. Ça fait longtemps que je travaille dans le milieu, je suis un ancien négociateur en chef et je joue un rôle quand même assez central au niveau du développement économique de la communauté de Uashat-Mak-Maliotenam. Et puis, créer des emplois, créer des opportunités d'affaires, aider les entrepreneurs de la communauté, c'est notre rôle actuellement. Fait que ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci, Ken. Puis j'aurais des questions pour les gens qui sont avec nous, là. En levant la main, s'il vous plaît,
Ceux qui ont déjà fait affaire avec une communauté ou des entreprises autochtones, levez la main. OK, vous pouvez baisser la main. Maintenant, deuxième question, ceux qui souhaiteraient faire des affaires ou des partenariats avec des communautés, des entreprises autochtones, levez la main. Ah oui, ah oui. Ken, il y a plusieurs personnes ici qui veulent faire affaire avec des communautés ou des entreprises autochtones qui ne le font pas encore. Donc, qu'est-ce que tu leur dis? Bien, écoutez, d'abord et avant tout, je pense que c'est important de mettre en contexte la situation actuelle des Premières Nations, règle générale. Je suis avocat de formation et puis je dirais que ma formation m'a beaucoup aidé dans le passé à mieux positionner la communauté au niveau des projets de développement économique. Quand on revient dans l'histoire des années 50, des années 70, il y a du développement qui s'est fait sur le territoire des Premières Nations. Je pense que tout le monde est conscient de ça. On n'a qu'à penser à la Convention de la baie James, un projet qui s'est fait au début des années 70, sans consultation, sans consentement. Les choses ont changé depuis. Les Premières Nations ont pris des moyens pour se faire respecter d'abord et avant tout, et pour par la suite aussi bénéficier des retombées de l'activité économique sur le territoire. Et quand on regarde tout ça, il y a eu des décisions devant les tribunaux qui ont été rendues en ce qui concerne la question des droits ancestraux, titres aborigènes, consultation. Ces décisions-là positionnent les Premières Nations au pays par rapport à des projets. Et maintenant, quand on regarde ça, il y a eu une évolution depuis ce temps-là. On n'a qu'à penser à la Déclaration internationale des droits des peuples autochtones qui garantit des droits aux Premières Nations. Ça a évolué beaucoup. Maintenant, ce serait difficile d'imaginer un projet, peu importe la nature du projet, sans une acceptabilité sociale. On pense au CSR. À l'époque, ça s'appelait CSR, Corporate Social Responsibility. Maintenant, on appelle ça ESG, environnement, social, gouvernance. Et juste récemment, je voyais dans les médias, dans la région de Gatineau, si je ne me trompe pas, il y a de la prospection minière qui se fait dans cette région-là et les municipalités, la population acceptent très mal ces projets-là. On dit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale par rapport à ça. Bien, nous, les Premières Nations, on a vécu, on a subi le développement pendant plusieurs années, mais avec le temps, on s'est positionné et maintenant, les communautés, les Premières Nations sont devenues des incontournables au niveau des projets de développement. Et ça, tu parles du contexte, tu as parlé des droits, tout ça. Ouais. Est-ce que ça peut faire peur à des... Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, l'approche a tellement changé. L'approche a changé, c'est que, puis je peux donner comme exemple les compagnies qui opèrent maintenant. Puis moi, chez nous, en fait, Ouachette-Maliotenam, on regarde, on est la fosse du Labrador. Un territoire riche en minéraux, le fer, et toutes sortes d'autres minéraux, est en plein cœur du territoire de Ouachette-Maliotenam. Fait que nous, à Ouachette-Maliotenam, on a négocié des ententes avec les compagnies minières. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que oui, il y a des opportunités de développement, sauf que maintenant, ça va se faire en partenariat avec la Première Nation, avec la communauté. Et ça nous a mis avec le temps, on a signé plusieurs ententes avec des compagnies minières. Ça peut effrayer certaines compagnies minières, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veut, on ne sera pas nécessairement contre tout projet. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut bénéficier des retombées économiques à travers des opportunités de contrats. Et là où je veux en venir avec ça, c'est que maintenant, puis deux petites anecdotes relativement courtes. J'ai rencontré il y a quelques semaines, quelques mois, un VP exécutif de la compagnie minière d'ArcelorMittal. C'est une compagnie mondiale, internationale. Les bureaux sont situés à Londres. Le VP exécutif que j'ai rencontré, Stephen Byes, c'est un ancien de Rio Tinto en Australie. Il est maintenant à Londres avec ArcelorMittal. Il est venu nous voir assez rapidement. Il venait d'être embauché. Et ce qu'il nous a dit à la rencontre, première rencontre, il dit « C'était important pour moi de venir rencontrer les détenteurs des droits sur le territoire, les détenteurs des territoires, en fait, venir les rencontrer. » Fait qu'on voit déjà, il y a comme un changement au niveau de la philosophie, de la façon de faire. Et puis, c'était un ancien de Rio Tinto. Et il y a aussi, plus récemment, cet été, j'ai rencontré un VP exécutif, un autre VP exécutif, Rio Tinto,
qui, lui, est directement en Australie. Et puis, ce que lui me disait, il voulait que... Puis, cette personne-là, c'est lui qui est le directeur, celui qui décide pour tous les contrats d'approvisionnement de Rio Tinto partout dans le monde. Fait que c'est assez gros, là. Rio Tinto, c'est une des 3-4 plus grandes compagnies minières dans le monde. Et il vient nous voir, et il vient me voir, et il nous dit, nous, on veut savoir comment ça se passe sur le terrain, sur le territoire. Est-ce que vous êtes satisfait des opportunités d'affaires? Est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on vient de signer une entente avec IOC. De là, je pense que ce qui est important pour les gens qui veulent faire affaire avec les Premières Nations, de là l'importance de comprendre la dynamique actuellement avec les promoteurs, peu importe le type de projet, et les Premières Nations. Dans ce cadre-là, nous, les communautés, justement dans un objectif de développement socio-économique, d'améliorer les conditions socio-économiques, on a négocié des ententes, des dispositions qui nous garantissent des opportunités d'affaires, qui nous garantissent des emplois, qui nous garantissent la protection au niveau environnemental et des bénéfices financiers. Fait que c'est important de bien comprendre le contexte actuellement. Peu importe le projet, ça ne passe pas sans la participation des Premières Nations, et on est maintenant considérés comme des partenaires. Bon, maintenant, dans le concret, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça apporte des opportunités d'affaires. Moi, dans mon rôle à moi, c'est de gérer l'approvisionnement avec tous les partenaires, que ce soit les compagnies minières, toute activité sur le territoire. Et dans ce cadre-là, on bénéficie de certains avantages par rapport à des opportunités d'affaires. Des processus d'appel d'offres, il y a des partenariats qui sont privilégiés, les entreprises autochtones sont privilégiées au fédéral depuis quand même quelques années. En 2018, en fait, le gouvernement fédéral a changé sa politique d'approvisionnement, a adopté une stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones qui vise à favoriser l'octroi de contrats. Et ils disent qu'ils vont donner 5 % de la valeur de contrat à des entreprises autochtones. Fait que ça, c'est le contexte global. Vous voulez faire affaire avec des partenaires autochtones, des entreprises autochtones dans la communauté, il faut comprendre qu'il y a ça. Je dirais que ça fait partie du contexte. Puis chez les communautés, dans les communautés actuellement, il y a cette disponibilité-là, il y a cette ouverture-là à faire des affaires, faire du commerce, offrir des services, faire des partenariats. C'est quoi le portrait là, de... Certainement, certainement. Actuellement, quand on regarde, à titre d'exemple, chez nous, sur la Côte-Nord, puis je pense que c'est la situation un peu partout au Québec maintenant, les compagnies minières adoptent des processus d'appel d'offres qui favorisent les Autochtones, et il y a beaucoup de partenariats qui ont été créés entre des entreprises autochtones, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneuriat dans les communautés. Je pense qu'on le voit maintenant. On est très présent dans le domaine économique maintenant. Des partenariats avec des entrepreneurs de la communauté, avec de grandes entreprises. On en voit, là. Et ce sont des partenariats qui amènent beaucoup de retombées positives, je dirais, au niveau de l'emploi de la communauté, au niveau Il y a beaucoup de respect autour de ça. Ça, c'est important de respecter les partenaires, de se respecter entre partenaires. Mais il y a quelque chose il y a des bénéfices pour les entreprises non autochtones et il y a des bénéfices pour les entreprises autochtones. Et cette rencontre-là, ce partage-là, je dirais, fait en sorte que tout le monde en bénéficie. Et il y en a. Il y a beaucoup de partenariats entre entreprises non autochtones et entreprises autochtones sur le terrain, je dirais, là, dans les activités de nature économique sur le territoire. C'est super, mais il n'y en a pas beaucoup. Là. En tout cas, ça commence, les partenariats. On t'a parlé du secteur de l'industrie minière, mais je suis certain qu'ici, je ne sais pas s'il y a des entreprises minières présentes, mais il y a d'autres secteurs d'activité. Certainement. Mais il y a des obstacles. C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qui nuit actuellement aux partenariats dans d'autres secteurs? Les obstacles, les enjeux, je dirais plus qu'à un moment donné, c'est qu'il faut apprendre à se connaître davantage et ça prend des initiatives. Puis je pense que moi, je peux parler pour moi dans notre coin de pays, je dirais, là, sur la Côte-Nord, mais je pense aussi que ces initiatives-là, il y en a de plus en plus ailleurs. Chez nous, en Ouachette-Maliotenam, en fait, à titre d'exemple, la Chambre de commerce de cette île a changé son nom
pour Chambre de commerce de cette île et de Uashat-Macmaliutenam. Maintenant, au niveau de la Chambre de commerce à cette île, il y a des représentants autochtones qui siègent sur la Chambre de commerce et les gens travaillent ensemble. Il y a des activités de maillage. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut poursuivre ces activités de mariage-là, mais je pense qu'il faut le reproduire dans les autres régions. Puis on le voit aussi dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Je pense qu'au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a un secrétariat qui a été mis en place, secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. Ces forums-là sont de beaux endroits pour tisser des liens avec des entrepreneurs. Fait que maintenant, c'est ça, c'est que je sais qu'il y en a dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il y en a sur la Côte-Nord. Est-ce qu'il y en a partout? Je ne sais pas. Mais ça prend nécessairement des activités de mariage, des rencontres entre autochtones et non-autochtones pour favoriser ces partenariats-là, je veux dire, ces partenariats-là. C'est une excellente idée. On va suggérer l'idée à la Chambre de commerce de Montréal aussi. Pourquoi pas? Donc, dans le fond, il y a un des obstacles, c'est la méconnaissance peut-être aussi, là, et la différence culturelle, disons, je peux dire ça comme ça. Oui, certainement. Méconnaissance, et puis quand on pense à ça, j'espère que les gens qui sont ici savent que vendredi, le 30 septembre, c'est la Journée nationale de la réconciliation. Et puis, dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, je pense que c'est important de savoir l'historique des Premières Nations, de savoir d'où on vient, nous, en tant qu'Autochtones, ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu à travers les années. Mais moi, quand je regarde ça, c'est une partie de l'histoire qui est très noire, mais je regarde le futur et je le regarde avec optimisme, je dirais. Et puis maintenant, nous, quand on parle de réconciliation, oui, mais on parle de réconciliation économique. Puis je l'ai mentionné tantôt au niveau de la réconciliation économique. Notre objectif à nous, c'est d'améliorer les conditions dans les communautés. Fait que c'est clair que, quant à moi, apprendre à se connaître, échanger, parce que de part et d'autre, les gens vont en bénéficier. Puis tu sais, je peux parler d'expériences qu'on a vécues dans le passé. Oui, il y a des obstacles, mais il y a aussi des succès qu'on a vécus chez nous, dans la communauté. Si je prends un exemple, à titre d'exemple, une entreprise dans le domaine de l'électricité, un entrepreneur de la communauté qui s'est démarré une entreprise et qui a fait un partenariat avec des non-autochtones, une entreprise non-autochtone. Et puis, ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années. L'entreprise autochtone, l'entrepreneur a développé ses compétences. L'entrepreneur non-autochtone a bénéficié d'opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas eues parce qu'il y a quand même un boom important dans les communautés. On parle beaucoup du taux de natalité qui est important dans les communautés. Il y a aussi une problématique au niveau du logement. Fait que là, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de construction résidentielle. Fait que l'entrepreneur non autochtone, à cette époque-là, a bénéficié d'opportunités qu'il n'aurait peut-être pas eues. Et l'entrepreneur autochtone a bénéficié d'un partage de connaissances, puis éventuellement, le partenariat, ils ont mis fin au partenariat. Et ce qui s'est passé, c'est que par la suite, les deux sont partis de leur côté, puis ça a fonctionné pour les deux. Et je sais parce que cette entreprise-là, celle que je donne en exemple, c'est son fils qui a repris l'entreprise. Et c'est une entreprise maintenant qui a beaucoup de succès, qui emploie beaucoup de membres de la communauté et qui travaille partout, que ce soit à Luminerie Alouette, aussi, Minerais de Fer Québec, ArcelorMittal, ils sont présents partout maintenant. Fait qu'il y a des succès, et il y a aussi, des défis, oui, mais les défis, c'est, en fait, c'est surtout de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de mieux connaître l'autre, en fait. Fait que ça, je pense que ça fait partie des défis qu'on a maintenant. Et de savoir qu'il y a des opportunités de plus en plus importantes. Tu l'as mentionné, là, depuis quelques années, on voit le développement des communautés, puis peut-être qu'il y a un mythe qui se brise, et que les Premières Nations sont contre le développement. En fait, au contraire, là, il y a une ouverture, il y a un développement qui est nécessaire, qui est souhaité, surtout chez les Premières Nations où la population est plutôt jeune.
la démographie est l'inverse là, du reste de la population, c'est-à-dire plus de jeunes. Et donc, ces jeunes-là veulent travailler, veulent des emplois. Il y a de plus en plus d'entrepreneuriat aussi dans les communautés autochtones. Donc ça fait partie. Il y a comme, je sens un momentum, là, est-ce que je me trompe? Non, certainement, certainement. Je pense qu'on peut voir au niveau de, à titre d'exemple, les cris. Tout le monde connaît les cris. Moi, du côté des Inuits, ce sont des nations qui sont très dynamiques. Et puis, il y a de beaux succès, je le mentionnais tantôt. À titre d'exemple, les cris ont bénéficié d'un levier à l'époque en signant la Convention de la baie James. Mais aujourd'hui, quand on regarde, à titre d'exemple, CRICO, qui est une compagnie CRI détenue par l'ensemble des communautés de la nation, en fait, Air Québec, Gestion ADC, le projet immobilier ODA, qu'on trouve ici à quelques coins de rue, un projet immobilier majeur, je pense on est dans les 100 millions. C'est une entreprise qui est très dynamique et puis c'est une entreprise, CRICO est très dynamique et ça apporte des retombées aux non-autochtones aussi. C'est pas strictement autochtone. Donc, c'est pas juste l'artisanat puis le... Non, non, certainement pas. Certainement pas. Il y en a, oui, il y a de belles entreprises qui continuent de fleurir dans ce domaine-là, mais dans la construction, dans les services, il y a vraiment plusieurs entreprises. Il y a plusieurs opportunités, je dirais, là. Ouais, donc, plusieurs opportunités de développement, plusieurs opportunités de partenariat. Puis, les communautés aussi s'adaptent. Et tu parlais d'école des dirigeants des Premières Nations. Donc, il y a plusieurs outils d'initiatives comme ça qui viennent appuyer le développement des communautés dans leur ambition de développer l'économie et l'emploi dans les communautés. Là. Certainement, certainement. Puis ce qu'on veut développer à travers l'école des dirigeants, c'est qu'on veut que des succès d'une communauté, d'une nation puissent être connus des autres nations, des autres communautés. On puisse partager cette information-là, qu'on puisse se convaincre les Premières Nations qu'on est capable de réussir. Il y en a qui réussissent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on fait de moins bien? Quels sont les outils qu'on peut donner, en fait, aux communautés, que ce soit des leaders politiques, que ce soit des leaders économiques, pour mieux les outiller, en fait. Puis c'est un peu, au niveau de l'école des dirigeants, ça, c'était quelque chose d'important pour nous, c'est qu'on puisse se partager nos expériences. Et l'École des dirigeants, ça vise actuellement l'ensemble des Premières Nations au Québec. Il y a des participations au niveau des nations Cri, Atikamekw, Anishinaabe, Innu, Mi'kmaq, Abenaki, Wendat. On a vraiment une participation intéressante. Et ça, c'est ce qui fait en sorte qu'on va être capable de partager les succès d'une communauté à l'autre pour voir, en fait, que ça fonctionne. On est capable, en tant que Première Nation, de prendre notre place économique, je dirais, dans un Québec. Et elle va avoir bientôt 1 an, l'école. Ça va bien? Oui, Ça se passe bien? ça va très bien. On a beaucoup de participants, puis on voit vraiment des impacts positifs dans les communautés de par ce que les gens apprennent. Et vraiment, ça va très bien. Donc, dans les finissants, il y a peut-être de futurs partenaires de gens qui sont dans la salle avec nous. Certainement. Peut-être. Certainement. On va vous faire participer maintenant. C'est un premier atelier interactif. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous soumettre 2 questions. On vous invite à réfléchir et à discuter entre vous. Regroupez-vous là, par table et échanger entre vous sur les questions qu'on vous pose. Puis, par la suite, on va faire un retour et vous pourrez partager donc vos conclusions de votre réflexion et vous pourrez aussi poser des questions à Ken. Donc, quelle est votre relation d'affaires avec les communautés et les entreprises autochtones? Et s'il n'y en a pas, bien pourquoi? Pourquoi il n'y en a pas? Et comment pensez-vous que vous devriez initier une relation d'affaires avec une communauté ou une entreprise autochtone? Donc, on vous donne 5-6 minutes.
Rebonjour, désolé de vous interrompre. Maintenant, on aimerait vous entendre sur les échanges que vous avez eus, donc sur cette question, quelle est votre relation d'affaires avec les communautés autochtones ou comment pensez-vous que vous devriez initier des relations d'affaires. Donc, on vous écoute. Donc, là, c'est des micros, c'est des cubes micros qu'on vous lance. Donc, levez la main et on va vous lancer le cube. Voilà, ici. On vous demandait de vous lever et de parler près du cube. Bonjour. Oui. Bonjour. En fait, je pense que nous, à notre table, on avait les questions. En fait, on n'avait pas les réponses aux questions. On était venus ici pour avoir les réponses. C'est vraiment honnête. Oui. Donc, dans mon cas, on a fait affaire avec les Premières Nations il y a 12 ans dans notre entreprise. Puis je veux recommencer, je veux relancer ça. On était principalement une entreprise dans le service. Puis ma question, c'est comment, en fait, initier en fait, ce mouvement-là en fait, d'un partenariat. Vous avez parlé beaucoup de le faire, mais c'est comment l'initier? On n'avait pas la réponse, puis je serais curieux vraiment de l'avoir. En fait, la réponse à ça, c'est comme je l'ai mentionné tantôt, là, j'ai donné des exemples. Il y a eu beaucoup de rassemblements dans les dernières années. Là. On a eu au mois de novembre passé le grand cercle économique avec l'Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Québec. Il y avait vraiment beaucoup d'entreprises non autochtones qui étaient présentes. C'est ici à Montréal que ça s'est passé. D'ailleurs, c'est là qu'on avait annoncé l'École des dirigeants, le financement du gouvernement du Québec. Et par la suite, il y a d'autres rassemblements. Il y a eu un cercle économique à Match-TUH cet été. Et ça, quand ça se passe au niveau régional, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand ça se passe au niveau régional, c'est clair que les entreprises de ces régions-là sont invitées à venir participer à ces rencontres-là. Il va y en avoir un autre au mois de novembre à Val-d'Or. Justement, je parlais tantôt de la stratégie. Regarde, Ken, je t'arrête. On va laisser d'autres questions, okay, puis on va revenir sur comment faire. Okay, je pense que beaucoup se posent la même question. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent partager, oui, ici. Et voilà, mieux que je n'ai pas manqué. Bonjour, merci beaucoup pour la discussion qu'on a eue. Je suis vraiment contente de voir cette session au niveau de ces deux. Je travaille avec des communautés inuites avec mon organisation. C'est une organisation Sea Change qui a pour but non lucratif, mais quand même, on pense beaucoup à des entreprises sociales avec les communautés. Alors, on travaille dans une petite communauté, Clyde River, qui est sur l'île de Baffin. Et puis, eux, ils ont une entreprise sociale dirigée par la communauté avec un hôtel. Aussi, maintenant, ils ont beaucoup de problèmes avec des compagnies de tourisme qui viennent sur le territoire et ils ne contribuent pas à la communauté. Alors, ils font leur propre camp de chasse, etc., loin des communautés. Et puis, alors, j'aimerais avoir vos opinions là-dessus. Et comment nous, comme organisation sans but lucratif, pouvons-nous collaborer avec des organisations avec but lucratif au sein des communautés autochtones? Merci. Très bonne question. Merci. Écoute, je l'ai noté. Tu l'as noté. Oui, je vais te relancer là-dessus. On va laisser la place à d'autres commentaires. Donc, venez partager avec nous. Il y a une... Oui, monsieur. So hi, Stéphane from Montreal. Speak close to the cube. Yes, hello. That's the microphone. So Stéphane from Montreal. So I'm with Cogir. I had the ODEA development that you referred to with the Cree Nation. And my friend here, who I just met, is also involved with... you want to say it, Rob? Yeah, my name's Rob Botterill, and I'm here from British Columbia to learn more about Indigenous tourism and culture development at C2. And we're involved in a major development on the west coast of Vancouver Island. And the nation I work with is Hwayet First Nations. Thank you. And we have behind you. Hello. So at our table, we had really interesting conversations. We have the opportunity to have members of the Hwayet First Nations community, First Nations out of on Vancouver Island,
and we spoke about First Nations doing business with other First Nations, for example, on the island, and the realities of that, but also learning from experiences of doing business with non-First Nations and how it's important to learn about the history, the culture, the protocol before approaching a First Nations community or business. But we also spoke about differences from East Coast and West Coast of Canada. And one of the things that we noticed at the table is that land acknowledgements are a lot more common on the West Coast in Vancouver, for example, and how an event like this, for example, if it had taken place in Vancouver, would have land acknowledgements, and we haven't heard any yet at C2, so maybe we are wondering why that is. Merci de me le rappeler. Donc, j'en profite effectivement pour reconnaître que nous sommes en territoire autochtone non cédé. Alors, Tiohtià:ke, Montréal, en Kanien'kehá:ka. Alors, merci de ce rappel, effectivement, c'est moins fréquent. On va poursuivre. Écoute, regarde, je vais Oui. juste faire un commentaire par rapport à ce qu'elle disait, là. I know that it's a new practice now that has been done pretty much everywhere. It's not something that we do in my community, you know, and it's not part of my culture. It's not part of because we strongly believe that, you know, in the relationship that we are developing, the people have to get to know us, and most of the time, I think, you know, they know that they're in new territories. So, but the protocol you were talking about, this is really interesting, you know, and then, you know, people were asking, how do we approach the First Nations? How do we do that? First thing is to learn about that First Nation. Like you said, sometimes there are protocols that you have to follow, and this is really something. It's a good advice that to give, you know, and it seems like to me sometimes it's so natural, you know, that I forget to mention it, you know, but you're right about it. It's really. Mais ça soulève la question aussi entre est-ce qu'il y a des différences entre faire des affaires avec une Première Nation au Québec et une Première Nation en Colombie-Britannique, par exemple? Certainement, certainement. J'ai siégé sur des comités nationaux à une autre époque au niveau de l'Assemblée des Premières Nations, et puis les façons de faire ne sont pas les mêmes. Il y a une diversité tellement importante, surtout en Colombie-Britannique. Il y a plusieurs dizaines de langues, plusieurs dizaines de nations, plusieurs dizaines de cultures. C'est une culture qui est très riche au niveau artistique, entre autres. Nous, on est un peuple de subsistance. Oui, il y a de l'art, oui, il y a de l'artisanat, tout ça, mais le contexte est différent. Le contexte est différent, les nations sont différentes. Fait que certainement que ce n'est pas la même chose de faire affaire avec une Première Nation au Québec et en Colombie-Britannique ou même d'autres provinces, je dirais. OK. Et puis, la question ici, si j'ai bien saisi, donc, comment faire affaire, donc une OSBL qui fait affaire avec une entreprise privée autochtone? Well, you were speaking French or English? You were speaking English? Well, you know, where I'm working with, in my community where I'm working, you know, we used to have a non-profit organization, you know, and then we had some companies, like you were saying, but we changed. We have now a new company because you know we have many opportunities. And at one point, when you make too much profits, I don't like to say that, but when you make too much profits, you know you have to change the legal status of the corporation. So we did change that, and now we're more involved into taking somehow our place. Tourism is really interesting. You know, it's really interesting. But at this point in my community, you know, we're having difficulties finding the people because people are busy, you know, working with the companies and everything. We would have so much to show, you know, and what you were saying, I have no doubt that it's really something interesting because I went to a gala at CCAB in Toronto 3 years ago, and, you know, we had an Inuk
You know, he had a company, private company, it's an Inuk, and he was taking the people on snowmobiles, on skidoos, and, you know, and they were able to see caribous and things like that, you know. The people, they want to see that, you know, it's really a big, it's something interesting, and the people are willing to pay the big price for that kind of experience, you know. So I thought it was really interesting. I came back in my community, and I was talking to the people working in tourism. And I said, let's do something like that. This is really interesting. And by the way, CCAB, it's really interesting because you get to know and see how things are done somewhere else in the country, you know, because CCAB is Canadian Council for Aboriginal Business. It's really interesting because they have partners that are companies that are non-native companies, you know, and somehow they get some kind of recognition. So it's really interesting to participate to that because you can see what the other communities are doing, the successes of the other communities of First Nation, and then you can work on it, you know, in your community. But in my community, we've had difficulties with that because we cannot find the people because as an example, you know, and I did that with some of my partners, you know, we go on an expedition, snowmobiles, you know, people in the aviation, from aviation companies, and we leave for the day. We stop at a camp that we own, and then they had caribou meat. I don't think they eat caribou meat on a regular basis. And then we went up north the whole day, you know, on those snowmobiles and everything, and we came back. They enjoyed it, you know, they really liked it. And there is a guy in the community who can do that, you know, but he owns a construction company, you know, so he's busy, he's working, you know, he has his own business, and we talked to him, you should do that. And he's good at it because I hired him, you know, for some days, but he doesn't have the time for that. So even though, to me, tourism is really important. At one point, we have some kind of a shortage of people, you know. And what you talked about, you know, I think if people from outside came and took advantage somehow of these opportunities, I think the leadership, the political leadership would do something about it. You know, let's work together. Let's do something together because you know, there is a way to both meet our interests, you know, to get along and to work together. I'm sure of that, you know. So because we've done it in the past with some other partners, so that's what I would do. Alors, tu viens peut-être de donner une idée de comment initier des rencontres ou des partenariats. Tu as parlé du CCAB, Canadian for Aboriginal Business, Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, donc une entité pan-canadienne qui est un peu comme une chambre de commerce, mais un lieu de réseautage aussi entre autochtones, non-autochtones, entreprises autochtones, entreprises non-autochtones. Donc, et là, je reviens sur la première question, en fait, c'est comment on initie. Alors, on veut faire du partenariat, on est une entreprise non autochtone, on veut faire du partenariat avec des communautés ou des entreprises autochtones. Comment on initie? Bien, c'est comme je le mentionnais tantôt, je pense que de se présenter à des rencontres comme les cercles économiques, comme je le disais tantôt, on a eu le grand cercle économique ici à Montréal en novembre dernier. Il y a eu une suite à ça à Machteuillache cet été. Il va y en avoir un autre à Val-d'Or au mois de novembre. Et on parle de cette île le printemps prochain. Et bon, ce sont des opportunités pour les gens. Parce que là, ce qu'on essaie de faire, on parle beaucoup de réconciliation. Tu sais. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de ramener des gens à travailler ensemble, à mieux se connaître. Tu sais. Dans le fond, à apprendre à se connaître, apprendre à mieux se côtoyer, apprendre à travailler ensemble, apprendre à vivre en harmonie, en fait. Et là, ces partenariats-là sont importants parce que les gens retirent des intérêts, retirent des bénéfices, les Premières Nations aussi. Fait que dans le fond, quand il y a des opportunités comme ces rassemblements-là, ces rencontres-là, ces cercles économiques-là, il y en a un au mois de novembre à Val-d'Or. Nous, l'année prochaine, on va l'accueillir à Sept-Îles. Je pense que c'est important de se présenter. Et puis là, tantôt, tu l'as mentionné, le CCAB, en français, c'est Conseil canadien Entreprises autochtones. Ce sont des organismes dans lesquels on peut adhérer. Il y a des memberships. On peut adhérer à ces organismes-là puis participer à ces activités-là. D'ailleurs, tantôt, M. de Cogir mentionnait,
was just would like to mention that you're probably aware of that. We have a relationship with Derek Niposh, who's with Crico, and they won a prize. I think it was earlier this year. They won a prize at Gala, CCAB Gala in Halifax. So Cogir, it's a really good example of a good partnership that has worked for the First Nation and for the company. So I think at one point you need to take time to get to know each other, to get to know the First Nation, and to approach the communities. And it's happening, because I receive phone calls on a regular basis, people wanting to do business with my community. So it's happening. But je pourrais dire, ne pas hésiter à entrer en communication avec des Premières Nations, parce que c'est clair que quant à moi, il y a un intérêt de part et d'autre. Les gens ont quelque chose à gagner à travailler ensemble. Bien, c'est parfait, parce que ça lance la prochaine question pour le prochain atelier interactif qui porte exactement sur quelle action concrète on peut prendre dans nos entreprises ou dans nos organisations. Alors, on va faire le même petit exercice, donc en petits groupes par table. Vous allez échanger entre vous et réfléchir à des actions concrètes que vous pourriez entreprendre dès maintenant au sein de votre communauté d'affaires ou de votre entreprise pour soit établir des partenariats commerciaux, renforcer ou accroître vos partenariats d'affaires avec des entreprises ou des communautés autochtones. Alors, encore une fois, on vous laisse 5 minutes, puis ensuite, on va prendre vos réflexions et vos questions.
Alors, c'est maintenant le temps de vous entendre. Alors, même principe, vous levez la main, on vous lance le cube et vous partagez vos réflexions avec nous et vos questions. Donc, on va passer les 5 prochaines minutes aussi à échanger et répondre aux questions. Le micro. Oui, ici. Là-bas. Alors, nous, on a une petite discussion et je m'en souviens, qu'est-ce qui était sorti? Je m'en souviens, une fois, j'avais une discussion avec quelqu'un et la personne avait dit que when it comes to social change, times often move at the speed of the oppressor. Et c'est dans le cadre d'une conférence avec des policiers avec Black Lives Matter. Il y avait eu des recommandations, ça faisait 10 ans et c'est maintenant qu'ils commencent à les appliquer. Et ça mouvait vraiment lentement. Et souvent, dans le cas des plans pendant la discussion, des fois, on est comme, OK, mais des fois, ça prend du temps. Et seulement dans une société un petit peu capitaliste que tout doit bouger vite. Et nous, on arrive avec les communautés autochtones de we want change now, we want to work with you now, but we don't take the time to build trust. So how, sometimes we come with our time mentality and we don't take the time to really adapt to the community we're working on. Sometimes change needs to happen fast and sometimes change needs to happen more slowly and to just consider that when we're making actions. Est-ce que le temps des affaires entre en conflit avec le Indian Time? Oui, mais je pense que les gens apprennent à vivre avec les contraintes maintenant qui sont culturellement peut-être pas les nôtres. Ça change, on s'adapte et puis les entreprises qui ont du succès ont réussi à s'adapter, c'est clair. Et puis par rapport au changement, je dirais, effectivement, ça a pris beaucoup de temps, mais je pense qu'on est rendu à ce moment-ci, à un moment où, avec toute l'évolution, avec tous les travaux qu'on a eus partout, entre autres le Comité sur les droits des peuples autochtones aux Nations unies, à l'ONU, la déclaration, en fait, elle est issue de ce groupe de travail-là. Ils ont travaillé pendant plusieurs années, puis après ça, au niveau de faire adopter ce document-là, qui quand même allait relativement loin, ça a pris beaucoup d'années, beaucoup de temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à une étape où je pense que les gens savent que les Autochtones, les peuples autochtones sont maintenant des incontournables. Et c'est ce que je dis, moi, le message que je véhicule, c'est qu'il n'y en aura pas de projet si la communauté ne consent pas au projet. Puis ça a beaucoup évolué. Puis je dirais même, à un moment donné, au niveau des grandes institutions financières, les investisseurs. Les investisseurs ne veulent plus investir dans des projets dans lesquels il n'y a pas d'acceptabilité sociale, que ce soit même au niveau d'une population en général, encore plus quand c'est des Premières Nations, parce que les Premières Nations ont des leviers qu'une population en général pourrait ne pas avoir. À un moment donné, nous, on a pris des moyens. À titre d'exemple, contre IOC, on n'arrivait pas à s'entendre. On les a poursuivis pour 900 millions. À l'époque, ça a paru dans le Wall Street Journal et Rio Tinto voulait vendre ses parts dans IOC. Il n'y a personne qui a voulu acheter ses parts. Finalement, avec le temps, on s'est assis puis on a réussi à s'entendre avec cette compagnie-là. Puis aujourd'hui, Rio Tinto, IOC, ça a changé de tout au tout. Là, vraiment, c'est plus la même dynamique pantoute. Fait qu'il y a des changements qui prennent du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à un moment où les Premières Nations sont des incontournables, puis même, j'irai plus loin que ça, maintenant, au niveau des grandes banques mondiales, j'arrive d'une conférence en Suède. Et puis maintenant, les grandes banques mondiales, quand les promoteurs viennent chercher du financement, les gens se posent des questions au niveau environnemental. Qu'est-ce que vous faites pour la réduction des gaz à effet de serre? Ça aussi, ça prend un certain temps. Il y a des objectifs qui ont été fixés. Ça va prendre, mais ça avance graduellement. Fait qu'ultimement, à un moment donné, les promoteurs vont devoir respecter et les peuples autochtones et l'environnement. Fait que mais c'est sûr que ça a pris du temps, mais je pense qu'on chemine dans la bonne direction. Autre question ou commentaire, idée concrète peut-être pour initier le partenariat? Oui. Merci. I like the notion of trust parce qu'on est dans une relation long terme, je pense. J'irai dans les actions plus concrètes. On pourrait aller dans déjà les alliances pour créer des réseaux de confiance sur du long terme. Et dépendamment de l'industrie, il peut y avoir aussi des accès intéressants. Penser peut-être aussi à élargir nos bases de données en termes de pigistes. On en parlait justement avec mes collègues ici présents.
Ça pourrait être aussi les bassins de recrutement, dépendamment des postes à combler dans les entreprises. Et donc, les alliances peuvent aller carrément à des postes de décision dans les entreprises, notamment collaborer, peut-être s'inspirer de ce que les autres entreprises font déjà dans leur secteur respectif. Et donc là, on serait dans une dynamique d'échange, comme vous disiez, Ken, tantôt, de partage de savoir, de partage de bénéfices aussi. Donc là, je pense que ça pourrait être très intéressant pour les industries, quelles qu'elles soient. Et bien sûr, le point positif post-pandémique, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment la chance de pouvoir faire des alliances internationales. Donc ça, il faut vraiment le souligner. Voilà. Merci, merci. On va prendre monsieur ici, puis ensuite, on va passer à la conclusion. Oui, bonjour. Allô? Je ne sais pas si on monte. Ah, oui. Oui. Bonjour, moi c'est Stéphane. Avec à table, Jean-Philippe, on a discuté de 2 points, donc je vais résumer le plus rapidement possible. Premièrement, en étant un jeune entrepreneur qui, un peu dans plusieurs cercles de jeunes entrepreneurs, ou plus de pas nécessairement entrepreneurs, quand je dis entrepreneurs, c'est des personnes qui ont envie de faire des choses, des affaires de changement. J'aime bien un peu rencontrer les cercles dans les différentes communautés. Et je me suis toujours dit que peut-être ça serait une bonne idée de rassembler les cercles d'entrepreneurs que j'avais, qui sont aussi issus de communautés, par exemple, haïtiennes, avec des cercles d'entrepreneurs ou de jeunes issus de Premières Nations, juste pour discuter, pétiller des idées, voir où aller, voir peut-être des pistes de collaboration, mais surtout discuter. Et la deuxième action qu'on a parlé, c'était vraiment juste de comprendre et d'élargir nos connaissances personnellement, surtout avant une discussion avec quelqu'un. Personnellement, je suis fils de diplomate, donc j'ai vécu un peu partout dans le monde. Et ce qui est essentiel quand tu vis dans un autre pays ou que tu vas parler à une autre culture, c'est d'abord de comprendre la culture. Par exemple, un Sénégalais n'a pas la même culture qu'un Tahitien, qu'un Chinois, qu'un Roumain, tout ça, donc de comprendre la culture. Et Jean-Philippe avait dit un bon point au minimum savoir comment dire bonjour, merci, et comment la culture s'interprète, puisque différentes cultures peuvent dire la même chose, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et ça, c'est essentiel. Donc ça, c'était vraiment les 2 pistes d'action concrètes. Après, je pense que vous pouvez nous dire ou nous rectifier si elles ne sont pas exactes, mais oui, c'était pas mal ça. Je pense que c'est pas pire. Puis, on continuerait pendant 1 heure, mais malheureusement, il nous reste 2 minutes et demie. Écoute, moi, ce que j'entends, puis je vais te laisser le mot de la fin, Ken, mais c'est apprendre, connaître les communautés. Il y a différentes communautés, différentes dynamiques. On vient de parler de différences culturelles, donc ça, c'est important de le connaître, de l'apprendre. Toute la question du réseautage, tu as mentionné CCB, tu as mentionné les cercles économiques régionaux, donc on invite les gens à aller à celui de Val-d'Or en novembre, Sept-Îles aussi dans quelques mois, puis cogner à la porte et tendre la main. Alors, Ken, mot de la fin, conclusion. Écoute, certainement, la recommandation ici, les idées qui ont été partagées, c'est exactement, c'est à la base, comme il le mentionnait tantôt, c'est d'apprendre la culture de l'autre, de mieux comprendre, mieux, comme il mentionnait, en passant chez nous, bonjour, c'est Kwe, très simple, Kwe. Merci, c'est un petit peu plus compliqué, Tinashkumitin, mais je l'utilise dans tous mes courriels, Tinashkumitin, j'utilise ma langue. Je me demande combien de personnes prennent la peine de se dire qu'est-ce qu'il me dit par là, mais c'est ça, c'est d'apprendre à mieux connaître les autres. Et puis, effectivement, j'apprécie beaucoup cet exercice-là, de pouvoir partager un peu nos expériences, nous, ce qu'on a vécu à Ouachet. Et puis, je pense qu'il y a certainement quelque chose à développer davantage, à développer davantage de partenariats entre Premières Nations et puis non-autochtones. C'est un bel objectif. Et puis, ultimement, regarde, nous, on est là
pour améliorer nos conditions socio-économiques. Puis regardez, prenez toutes les statistiques que vous voulez. On est en deçà des moyennes nationales, des moyennes provinciales. Nous, ce qu'on fait, c'est on le fait pour améliorer les conditions dans les communautés. Il y a certainement un intérêt de la part des entreprises non autochtones. Ils peuvent en retirer quelque chose et puis apprendre à mieux vivre ensemble en harmonie. Ultimement, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je suis très heureux d'avoir été invité pour partager nos expériences et puis faire des recommandations aussi. J'invite les gens à venir dans les communautés, à venir nous voir. Et puis, c'est comme ça qu'on va améliorer les choses. Et travailler et faire des affaires ensemble, ceci est une excellente conclusion à notre masterclass. Merci tout le monde d'y avoir participé. Ken Tunashkumitan. Merci. Merci tout le monde et bonne journée. Merci. Cette classe de maître vous a été présentée par l'École des dirigeants des Premières Nations. This masterclass was presented to you by First Nations Executive Education. Cher public, il est maintenant temps de prendre une pause. Nous vous invitons à passer à votre prochaine activité. Dear guests, it's time for a break. We invite you to proceed to your next activity.